Journal qui vous est apporté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une victoire diplomatique pour Kiev. Les 27 ont approuvé un embargo sur le pétrole russe pour stopper l'essentiel des importations. Il va se faire de manière progressive et ne concerne que le pétrole acheminé par voie maritime, ce qui représente tout de même les 2/3 des achats européens de pétrole russe. La réaction du président du Conseil européen, Charles Michel. Nous voulons stopper la machine de guerre russe et stopper le financement de cette capacité militaire russe en mettant en œuvre des sanctions qui visent à faire pression sur le Kremlin. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. Pour être très clair, ça veut dire qu'il y a immédiatement un impact de 75% du pétrole russe qui est visé par cette mesure. Et cela veut donc dire qu'avant la fin de l'année, près de 90% du pétrole russe qui est importé sur le plan européen sera visé par cette mesure. Un propos recueilli par Jacques Serret pour Europe 1. Petite traduction si besoin était. 90, c'est 90% des importations de pétrole russe dans l'Union qui devraient donc être interrompues d'ici 2023. Alors cet accord, c'est aussi, vous l'entendrez juste après le journal avec Vincent Hervouet, une forme de capitulation à l'égard de la Hongrie. Explication à suivre. Les dirigeants européens ont par ailleurs approuvé l'octroi d'une aide de 9 milliards d'euros au gouvernement ukrainien. Pour couvrir ses besoins immédiats en liquidité pour faire fonctionner son économie, puisque Kiev a chiffré ses besoins à 5 milliards de dollars par mois. Allez, retour en France. La polémique prend une tournure politique 3 jours après les incidents du Stade de France. Gérald Darmanin persiste et signe. Le ministre de l'Intérieur continue de justifier cette énorme pagaille par la falsification de 30 à 40 000 billets. Les Britanniques et l'opposition n'y croient pas et l'accusent de se défausser. Alexandre Chauveau, politiquement, la situation agace jusqu'au plus haut sommet de l'État. Oui, pas de réaction officielle ni d'Emmanuel Macron ni d'Elisabeth Borne, mais en interne, les événements ont fortement irrité et fragilisent un homme, Gérald Darmanin. Illustration hier, la réunion post-incident s'est déroulée non pas à Beauvau, mais au ministère des Sports, le tout sous la houlette d'Amélie Oudéa-Castéra, proche d'Emmanuel Macron. La nouvelle ministre est diplômée de la promotion Saint-Gor à l'ENA, la même que le chef de l'État. Pourtant, Gérald Darmanin, qui était présent samedi au Stade de France, confiait il y a quelques jours en privé vouloir, je cite, nettoyer l'image de la France, comprendre être irréprochable en matière de maintien de l'ordre. Le locataire de Beauvau a les JO 2024 à Paris en ligne de mire et voyait dans cette finale de Ligue des Champions un bon test international 2 ans avant d'organiser les Jeux. Politiquement, les images diffusées samedi et la très mauvaise presse des médias étrangers affaiblissent l'exécutif et renforcent le sentiment d'impunité. Une faille immédiatement exploitée par l'opposition, notamment à droite, et dont se serait bien passé Emmanuel Macron à 2 semaines du premier tour des élections législatives. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 et justement l'opposition, on vient de l'entendre, elle s'en donne à cœur joie. Jordan Bardella s'est rendu au commissariat de Saint-Denis pour rendre visite aux forces de l'ordre qui étaient en première ligne samedi soir. Le président du Rassemblement national qui accuse le gouvernement de mensonges et d'inaction. Je pense que contrairement à ce que dit et aux mensonges qui sont répétés par le gouvernement et par le ministre de l'Intérieur, qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters anglais qui étaient dans les cellules de garde à vue il y a quelques jours. Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser la billetterie et les supporters britanniques plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, il y a un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent dans quelques mois. Donc on est venu dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit. Jordan Bardella au micro de Victor Chabert pour Europe 1. Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, sont convoqués demain au Palais du Luxembourg où ils devront répondre aux questions des sénateurs. Et puis j'ajoute que la sécurité sera renforcée vendredi aux abords du Stade de France pour le match France-Danemark en Ligue des Nations et que tous les spectateurs devront être munis d'un billet électronique. C'est un chiffre à surveiller comme le laisse sur le feu, celui de l'inflation. On va le connaître un petit peu avant 9h ce matin pour le mois de mai. Inflation qui pèse sur le budget des Français à tous les étages. Le prix de l'électricité menace d'exploser. Mais Bruno Le Maire a promis qu'il n'y aurait pas de rattrapage sur les factures l'année prochaine après le plafonnement des prix qui a été décidé pour cette année 2022. Alors si l'électricité vous coûte trop cher, vous pouvez toujours tenter de passer
passer au solaire. Oui, alors tentez, parce que ce n'est pas encore la solution ultime pour résoudre les coûts du carburant. Mais plusieurs entreprises se penchent sérieusement sur un nouveau type de véhicule, une voiture électrique, 700 km d'autonomie et qui gagne des kilomètres supplémentaires en étant garée au soleil. Il vaut mieux vivre dans la bonne région. Aurélien Fleureau nous fait découvrir un prototype néerlandais. Une grande berline noire garée dans une cour, aucun câble de recharge, il n'y paraît rien, mais elle est en train de gagner en autonomie, comme l'explique Philippe Imbrecht, responsable des projets chez Lightyear. Ce qu'on essaie de créer, c'est une sorte d'indépendance énergétique. Une personne qui se garerait sur son lieu de travail, dans le parking, sous le soleil, récupérerait son véhicule à la fin de la journée avec 40 ou 50 km d'autonomie supplémentaire par rapport au trajet du matin. 5 mètres carrés de panneaux solaires sur la Lightyear One. Cette première voiture sera fabriquée en Finlande. 150 acheteurs l'attendent d'ici la fin de l'année. Et au-delà de l'énergie, du prix, 150 000 € tout de même pour cette édition limitée, l'esthétique est aussi un enjeu pour Lex Hofslot, le président de Lightyear. Il y a des panneaux solaires sur le capot, sur le toit et à l'arrière. En fait, sur toute la partie supérieure de la voiture. C'est fait de manière esthétique, c'est en verre, la surface est noire. Il faut vraiment s'approcher pour voir qu'il s'agit de panneaux solaires. Au total, 250 voitures de ce type avant de passer à un modèle beaucoup plus abordable, 8 fois moins cher grâce à une production de masse qui devrait démarrer en 2024. Aurélien Fleureau, 8 fois moins cher, ça fait un peu moins de 19 000 €. Voilà, elle a un petit air de DS, mais l'ancienne DS des années 60. Vous irez voir ça sur Internet, la Lightyear One. Allez, on passe au sport. C'est la sensation de Roland Garros cette année, le jeune Holger Rune. Il est qualifié pour les quarts de finale. Il a battu l'un des favoris, le grec Tsitsipas. Il devient le premier Danois à aller si loin dans le tournoi parisien. Cédric Chasseur, il ne compte surtout pas s'arrêter là. Non, vous allez l'entendre, malgré son jeune âge, le blondinet de 19 ans au physique de junior ne manque ni d'assurance ni d'ambition. Je prends les matchs les uns après les autres. Après, on verra si je suis le meilleur au monde ou pas. La question est difficile. En tout cas, si je joue mon jeu, je crois que je suis capable de battre quasiment n'importe qui sur le circuit. 511e joueur mondial à la fin de l'année 2020. Holger Rune est aujourd'hui 40e au classement ATP. Philippe Weiss, son agent, le suit depuis 5 ans et il a tout de suite repéré des qualités hors normes chez ce Danois, notamment sur terre battue. La terre battue, c'est quand même une surface qu'il aime bien. Il a gagné Roland Garros junior à 16 ans. C'est assez rare de gagner à 16 ans Roland Garros. C'était quelqu'un qui était plutôt pas défensif, mais qui n'était pas forcément très très agressif. Et si tu le vois jouer maintenant, il va vraiment vers l'avant. Il est dans le terrain. Et c'est comme ça qu'il a battu Stefanos. Et après Tsitsipas, c'est un autre membre du top 10 qui se présente sur la route du prodige danois, le Norvégien Casper Ruud, tête de série numéro 8, pour un quart de finale 100% scandinave. Et puis très attendu ce soir, ce quart de finale entre Rafael Nadal, 13 fois vainqueur à Roland Garros, et le tenant du titre Novak Djokovic. Un match qui débute à 20h45 sur Amazon, mais ce sera gratuit. Merci beaucoup Léna Monnier. Tiens, j'ai dit que la Lightyear One ressemblait à la DS. Non, c'est la GS. C'est à la Citroën GS, les anciens. Un peu plus rectangulaire, voilà.